Hey, salut la gang. Aujourd'hui, là, on reçoit Yves-François Blanchet. Les élections s'en viennent. On est en pleine campagne électorale. J'ai contacté tous les partis. C'est le seul qui a accepté. On est bien content de le recevoir. Je pense que vous allez aimer ça. On va apprendre à le connaître différemment. On parle de politique, mais pas juste ça. Je vous montre ça. J'ai installé une chaise au bout de l'établi, dans mon petit garage. Hein? Un vrai garage, quand même. Un vrai grand garage de gars. Là, Un qui garage garde de gars, ouais. bouteilles. Sais-tu, là, il manque juste une TV, un système de son. C'est le genre de place que tu viens avec tes chums. Football. Ouais. Puis, tu sais, t'es à l'abri, tu peux parler de vraies affaires de gars, un peu comme dans le temps à taverne. Ouais, bon. Ça commence fort. Ça commence fort. Toutes les affaires qu'on n'a plus le droit de parler, là. Bon, on peut en parler ici, il n'y a pas de limite. Là. Ici, il n'y a pas de Il n'y a limite. pas de limite. Y a-tu des auditeurs? Ah. Ça peut mettre y en a, y en a. ça peut mettre des limites, ça. Ben, ça dépend. Tu sais, j'ai pour mon dire, si t'aimes pas ça, écoute-moi pas. On peut dire. Mais dans le temps, on disait. Ben, c'est un petit peu Là, ça. c'est historique, là. Ah, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des endroits qui sont un peu en train de défaire le passé. Fait que t'as pas Oui. le droit de dire comment c'était dans le temps. Ça, c'est un problème, ça. Pas devenir sérieux trop vite, mais ça, c'est un sacré problème. De réécrire l'histoire. Exactement. Réécrire l'histoire. Dis-moi, je suis pas content que ça soit produit, fait qu'on va faire comme si ça s'était pas produit. Si les médecins travaillaient de même, on serait tous morts. Et Colin. Tu sais, l'affaire, c'est que l'histoire fait en sorte que ça détermine où ce qu'on est maintenant, puis pourquoi qu'on est rendu là. Fait que vouloir effacer l'histoire, je suis pas convaincu que c'est une bonne affaire. On a aussi d'avoir appris de ça. Fait qu'on apprendrait de quelque chose qu'on a transformé parce que ça faisait pas notre affaire. Écoute, on changera pas le monde ici aujourd'hui. Bon, je suis venu pour ça. Écoute, moi, première des choses, ben c'est certain que je savais que j'allais te rencontrer, fait que je me suis comme informé. On s'est rencontrés à quelques reprises. Je me souviens une fois dans l'ascenseur, mais tu te souviens d'une autre fois Ouais. lors d'un événement. Un événement quand j'étais ministre de l'Environnement, Guy Chevrette. Avec Guy qui était là, Chevrette. ouais. J'avais acheté une carabine là-bas. Il y a une autre affaire qu'on n'a plus le droit de parler. Oh! La Il chasse. y a des règles. Ça, c'est correct. En de chasse, c'est protégé, là. Oui, mais quand même, ça avait perdu de la popularité, puis c'est en train d'en regagner. En fin de semaine, j'étais dans un salon de chasse et pêche. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais il n'y a pas de raison. Là. La chasse sportive est une activité totalement légitime. Et je vais te poser une question. T'en vois-tu souvent à télé, à part dans les magazines de chasse et pêche, où est-ce qu'on va parler de chasse? Pas tant. Non. Mais je regarde pas tant la télé. Puis, tu sais, je suis pas chasseur. J'ai commencé à pêcher l'été passé. C'était en mer, c'était en haute mer. Là. J'ai pêché une sacrée morue OK? que j'ai mangée le soir même. C'est absolument extraordinaire. Dans quel coin? J'ai été... Ça, c'est dans le bout de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, avec mon chum lauréat. J'ai été au thon. T'en as-tu pogné un? Et oui, bien, on était trop nombreux sur le bateau. Là. C'est une T'as-tu gang. participé? Oui, c'est ça. Faut que tu te relais pour la manivelle. Parce que incroyable, c'est pas un aiguille à coudre, là. Non. C'est une bête, ça, quand ça arrive là. C'est une bête de 750 livres. Ah, c'est toute une expérience. Ça fait 2 fois que j'y vais. J'adore ça. Moi, ce que j'aime, là, c'est tout ce qui vient avec. Le départ, la préparation. Puis évidemment, mais quand t'en pognes un, puis c'est vraiment impressionnant de voir tout le travail puis tout le monde qui participe parce qu'effectivement, il faut se relayer. Il faut se relayer. Puis t'es au milieu de la nuit, puis là, tu vas voir les autres bateaux. Ils ont-tu pogné, ils ont-tu pas pogné? Non, c'est vraiment quelque chose à vivre, là. Puis il y a des affaires macro, tu sais, toutes sortes de trucs qui étaient pour me montrer, par le monde de la pêche, comment ça marche. Je suis allé à mise à l'eau des homards, des cages à homards aux îles de la Madeleine l'année passée. Puis ça n'a pas paru, mais à un moment donné, là, j'avais le mal de mer un peu. Moi, j'avais jamais eu le mal du transport de ma vie. Zéro. Jamais. Jamais. Je savais pas c'était quoi. Puis là, ben, je suis sur le bateau. Puis là, le bateau, les cages, ça te dépasse de partout. C'est la nuit, il fait noir, t'as l'odeur du diesel dans la cabine, t'as pas de point de repère. 4 heures de temps, là, à te demander... Il fallait pas que ça paraisse, puis on te dit, on n'a rien vu. T'avais pas mis de patch? Oui, ils se mettent des petites patches. Moi, j'avais pas de petites patches. Ils mangent des biscuits soda avec des petits bouts de saucisses en canne, semble-t-il que dans les épiceries aux îles de la Madeleine, quand c'est la pêche au mort, t'as des étalages complets de petites saucisses en canne avec des biscuits soda à côté. Pour empêcher le mal de mer. Ça a de l'air que... Mais moi, ce qui m'a donné mal au cœur, c'était vraiment le fume du diesel. Ouais, c'est ça. Donné. C'est ça, tu respires plus. Dès qu'il ouvrait la fenêtre, je me sentais mieux.
Mais, tu sais, c'est 5 heures le matin au début du mois de mai, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est pas chaud en haute mer, là. À Ottawa, y en a-tu des petits biscuits soda avec des saucisses? Ouais, j'aurais pu avoir une réponse pas fine. Mais il n'y a pas l'équivalent du mal de mer en politique, quoique ça peut parfois lever le cœur un peu, là, mais il n'y a pas l'équivalent. C'est un autre monde. Ce qui est fascinant quand tu compares les deux, c'est qu'il y a des gens dans des bureaux à Ottawa, le plus d'eau qu'ils voient, c'est l'Outaouais ou le canal Rideau, qui disent à des gens aux Îles-de-la-Madeleine ou en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, voici comment ça va marcher, parce que nous autres, on connaît ça. Mais ils sont juste jamais allés. Ils n'ont aucune idée c'est quoi le terrain. Puis ça vaut la peine d'y aller. Tu sais, moi, je suis allé à la pêche, justement, à tout ça et quelques autres. Parce qu'après ça, quand ils t'en parlent, tu sais de quoi ils te parlent. Je les ai visités, les usines de transformation. Je les ai rencontrés, les gens, quand ils te parlent de leurs problèmes. C'est pas pareil. C'est pas comme un tableau sur une feuille, hein. Tu sais, on parle de lien. Généralement, les pêcheurs ont tendance à exagérer les choses, pour ne pas dire un brin menteur. Mais ils rendent ça beau. Et on retrouve de ça là-bas aussi, là. Ouais, mais quand industriel, en tout cas, j'aime pas dire le mot industriel à côté de la pêche, mais c'est une industrie des pêches, mais dont la partie la plus dynamique, au Québec au moins, c'est des petits pêcheurs propriétaires de leurs bateaux qui se créent des associations. Fait que c'est des pêcheurs côtiers. C'est pas des gars qui partent en mer pendant plusieurs semaines. C'est pas des bateaux qui font eux autres même la transformation. Ça, il y a encore des grosses entreprises qui sont pas au Québec, qui s'arrangent pour passer, pas dans le homard, là, mais dans le poisson de fond, dans le poisson pélagique, qui s'arrangent pour passer, puis qui ramassent beaucoup. Puis après ça, qui font des pressions au gouvernement fédéral pour dire « Hey, tu devrais arrêter la pêche à cette espèce-là. » C'est le petit pêcheur qui est privé pour que les bancs se remontent ou qu'ils soient pêchés au large. Pour que les autres puissent s'en ramasser. Pour que les autres puissent s'en ramasser. Ça, c'est une grosse controverse. Les décisions d'Ottawa semblent toujours être orientées vers les très grandes entreprises qui prétendent avoir des droits depuis tant de temps. Puis des petites pêches, des pêcheurs qui ferment, c'est les crevettiers, c'est la catastrophe par rapport à l'année passée. Là, il y en a un paquet qui sont juste pas sortis. Les quotas qu'on leur a donnés étaient bien trop petits, ils ne pouvaient pas y aller. Le Sébastien, pour remplacer, là, on va pas rentrer dans le détail, les volumes n'étaient pas assez gros. Puis le marché n'est pas prêt à des Sébastes qui sont encore beaucoup trop petits pour être filetés comme on était habitué de les manger avant. Donc ça revient. Mais là, le monde va consommer plus de produits québécois puis de produits canadiens, j'espère. Ben, dans le poisson, ils pourront aller dans cette direction-là aussi puis découvrir des affaires de chez nous. J'ai été surpris quand j'ai commencé à checker ça, là, que tu viens d'un petit village, un peu comme moi. Moi, je viens d'un village sur la Côte-Nord, quelques centaines d'habitants, magasin général, donc le dépanneur du coin, pas mal ça, caisse populaire, une église, une salle de qui. C'était ça. Saint-Edmond-Grande-Tame, c'était l'église avec le presbytère. En face de l'église, tu avais la maison. La caisse populaire était dans la maison pour les premières années. Puis sur l'autre coin, tu avais le magasin général. Puis le bedeau restait là. Puis là, il traversait le matin, mais il voyait plus rien. Là, il tombait dans la rue. Puis là, moi, je sortais de l'autre maison du village, qui était un chalet, qui était le chalet de mes grands-parents, où je passais mes étés. Puis là, j'allais le retrousser. Puis là, je le ramenais à l'église pour qu'il aille... il servait pas à... En fait, souvent, c'est moi qui servais à la messe. J'ai fait ça. Hein? Moi aussi, j'ai fait ça. Oh, ouais. Coupe de scène, tu sais, pour t'acheter un bonbon mêlé. Mais je servais à la messe. Oui, j'avais une coupe de scène. J'avais un 5 cents, genre, enfin le même, là. Ah, moi, il était cheap et ça nous payait pas. Mais il pardonnait mes péchés. Ouais, moi, j'en avais pas. Je la trouve ici pour ça. Parce que j'amenais le bedeau. Il y avait le bedeau, moi, puis le curé. Dans le sous-sol, dans la sacristie de l'église de Saint-Edmond. Mais ça, c'était ça, le village. Avec une petite rivière, avec une petite dame. Pêcher avec une canne à pêche faite avec un bout de bois, plus souvent qu'autre chose. Puis là, je donnais les poissons aux chats. C'est les petits ménés, je donnais ça aux chats qui avaient du fun avec ça. Moi, je regardais, je pensais qu'on pouvait manger. Il était petit pas mal. C'était petit pas mal. Ouais, t'as dû manger d'autres choses. Oui, un petit peu. C'est la même affaire. Nous autres, on avait la mer. Fait que toute la pêche que tu me parlais de tantôt, ça se pratiquait chez nous. Fait que chez nous, on devenait pêcheur, on devenait bûchon. Ça fait que la chasse, la pêche. Fait que j'ai été chanceux, j'ai été élevé dedans, dans l'immensité, les grands terrains, de l'espace. Fait que c'est ce que je retrouve ici aujourd'hui, puis je trouve ça le fun, parce que ça me rappelle un peu mon enfance. T'es-tu loin de la ville? T'étais proche de quoi? Écoute,
La ville la plus proche, c'est Bécomo, environ 110 km. Non, quand même, c'est loin. Là. Moi, Oui, c'est loin. Moi, c'était 10 km de Drummondville. C'était petit quand j'étais Drummondville, jeune. ça peut être Drummondville, petit, là. à l'époque, c'était une trentaine de mille personnes. C'était pauvre. C'était mono-industriel. C'était pauvre. Drummondville a explosé avec le libre-échange parce qu'ils sont à l'axe de la 55 puis de la 20. C'est devenu un modèle d'entrepreneuriat, vraiment, là, un modèle d'entrepreneuriat, cité bien au-delà du Québec, là. C'est une ville de PME à propriété locale. Les 3 plus grosses entreprises de Drummondville étaient, quand je suis arrivé comme député des années plus tard, les 3 appartenaient à des gens de Drummondville. Ce qui était très, très unique. C'était pas des multinationales. C'était de l'entrepreneuriat local qui, là, doivent essayer de gérer la situation et les tensions avec les États-Unis. Quand tu étais jeune, c'était quoi tes rêves? C'est quoi tu voulais faire? C'est une bien bonne question parce que je ne tomberais pas dans le cliché, là. Je rêvais de faire de la politique. Je me suis toujours intéressé à la politique parce que j'étais déjà un peu grande gueule. Est-ce que je disais que j'allais faire de la politique plus tard? Je sais pas trop. J'ai pensé avocat, j'ai pensé toutes ces affaires-là comme un peu tout le monde. Puis, éventuellement, j'ai commencé à l'université en histoire et j'ai eu un cours d'anthropologie. Puis ça a été le coup de foudre. J'ai adoré l'anthropologie, donc j'ai transféré vers l'anthropologie pour mon bac. J'ai jamais été un pratiquant, là. J'ai jamais enseigné, j'ai jamais fait de recherche, mais je lis encore ça sur une base très, très régulière. Je pense en anthropologue. Un médecin pense en médecin. Un comptable pense en comptable. Mes grilles d'analyse à moi, c'est des grilles d'analyse d'anthropologue. La politique, elle? Bien, il y avait des gens... À l'époque, tous les Québécois étaient un peu politiciens. On disait que c'était notre sport national, tout le monde avait une opinion. C'était l'époque de René Lévesque. Tu étais un francophone en région, relativement jeune. Tu étais très, très politisé. Mon père était un indépendantiste de la première heure. Au début, tu l'es parce que ton monde l'est, puis éventuellement, il faut que tu découvres tes propres raisons à toi, pourquoi c'est ça tes convictions. Je m'y suis intéressé, puis quand j'avais précisément 13 ans, j'ai été invité au Parlement, une petite veste bleue, dans le Parlement à Québec. Puis là, ben, tu sais, faro un peu, je sors de là, puis je dis, moi, quand je vais revenir ici, c'est parce que je vais être député. T'avais-tu dit ça pour vrai? Ouais. Mais je suis jamais retourné avant d'avoir 43 ans comme député. Hey, C'est juste drôle à raconter, là, mais ça a donné de même. Je suis jamais retourné dans l'Assemblée nationale avant d'être élu. C'était 30 ans plus tard, comme quand je l'avais dit quand j'étais TQ. Hey, c'est incroyable. Moi, à 12 ans, j'avais dit à ma mère un jour, mais être l'homme le plus fort du monde. Ça a pris 20 ans. À 13 ans. C'est drôle comment que dans l'esprit d'un enfant, on se pose pas de limites. Ce qu'on a tendance à faire quand on devient un adulte. Ou ce que là, quand on est adulte, tout est impossible. Puis quand on est jeune, tout est possible. En tout cas, ça me frappe parce que ton parcours t'emmenait pas vers la politique. Ben, je viens d'un milieu... Moi, je suis venu à l'université à Montréal. Et à l'époque, dans mon coin, écoute, aller à Montréal, c'était dangereux. Le monde n'allait pas à l'université. Pas beaucoup allaient à l'université. Là. C'était l'époque où on commençait à fréquenter davantage l'université. Puis à Montréal, hey, t'avais la rue Saint-Laurent. D'un bord, c'était les Français, l'autre bord, c'était les Anglais, puis l'autre bord, les Anglais, c'était un bord dangereux. Puis tu sais, c'était très caricatural, là. C'était pas le Montréal que moi j'ai connu quand je suis arrivé ici. Mais j'arrivais tellement de la campagne que la première journée, j'ai marché 2h30 pour aller à l'université, parce que je savais pas comment ça marchait prendre l'autobus. J'arrivais de là-bas, puis le monde trouvait que j'avais un accent de la campagne, puis c'était quelque chose. Écoute, c'était la même chose. Je suis parti de la Côte-Nord, j'étais allé à Québec, j'étais venu à Montréal quelques fois, puis là, ben, justement, on s'éloignait pas parce que c'était dangereux. Puis même Québec, c'était une méchante grosse ville. Fait que j'ai eu le même problème, c'est que l'autobus de ville, je la prenais pas au début, je marchais. Fait que c'est drôle comment que on n'était pas... je pense que le terme éduqué, c'est peut-être pas le bon mot. C'est deux mondes. On arrivait dans un autre monde. Oui, mais tu sais, maintenant, les gens savent c'est quoi la ville. Quand on était jeune, la ville, là, quand tu t'en vas étudier en ville, t'es plus un enfant, t'es rendu un jeune homme. Là. Oui, t'es un jeune adulte. Un jeune adulte. Tu es allé à Blanc-Sablon? Oui. Je me suis dit, ces affaires-là, les gens à Blanc-Sablon sont 1200. Il y a bien des gens, ils sont jamais allés dans une grosse ville. Pour eux autres, là, ils regardent la télévision, puis ils voient Québec, puis ils voient Montréal, puis ils voient New York, puis ils sont juste jamais allés. Puis pour plusieurs, y aller, c'est l'affaire d'une vie. Tandis que pour nous autres, avec les vies qu'on a,
on a connu à peu près tout ça. Puis bon, nos vies font qu'on a fait le tour du Québec, aller-retour bien des fois. Pour pas dire le tour du monde aussi. Peut-être pas tant que ça, dans ton cas, plus, là, mais moi, j'ai voyagé, j'ai été chanceux. Quand j'étais jeune, il y avait une soi-disant diseuse de bonne aventure. Il y avait ça dans les foires agricoles, là, entre 2 manèges, puis un dog, puis une pomme dans le sirop. Là. Puis là, elle m'avait dit là, que moi, je voyagerais pas, puis ça m'avait bien découragé. Ça t'a-tu motivé? Je sais pas, ça m'a écœuré. Mais là, j'ai été dans... Je dois être allé dans 30 pays. Là. J'ai beaucoup voyagé par travail comme par loisir. Fait que j'ai cassé le sort de ça, mais ça m'a hanté. Tu sais, t'as un petit cul. Moi, je veux voyager. En plus, je suis anthropologue. Tu t'intéresses à tout ça. Je devrais avoir 8-10 ans à peu près quand la madame m'avait dit ça. Mais tu devrais pas exposer des petits culs à des charlatans de même qui lui disent des affaires parce que ça rentre dans la tête d'un enfant, puis ça reste là, puis tu traînes ça après. Des fois, c'est pas les charlatans, des fois, c'est tes parents qui te rentrent des affaires dans la tête, puis que ça reste là aussi. Hein? Ouais, ça, j'ai pas eu ce problème-là. Ils m'ont poussé en masse. Ouais, il semblerait que ton père, c'était quelqu'un. Ben, mon père, c'était... Tu sais, c'était un ouvrier, il travaillait au Bell. Mais tu sais, il y avait des opinions sur tout. Puis il parlait fort, pas parler fort agressif, il parlait fort, parce que, puis il pointait du doigt, il y avait des opinions sur tout. Ce bout-là, je l'ai peut-être un peu gardé, je l'ai peut-être un peu nuancé. Mais c'est sûr, il est mort, ça fait longtemps, il est mort en 98. Il serait content, par exemple. Il n'y a pas une chance de te voir comme politicien? Pas en tout. Ma mère l'a vu pas mal, parce que ma mère est décédée il y a 1 an et demi. C'est sympathie. Ça fait même un petit bout, puis elle a eu une bonne longue vie quand même. Mon père était jeune, il avait 64 ans. Puis tu sais, à l'époque, quand tu avais quelque chose, un problème de santé, tu l'endurais, puis tu traînais ton mal, puis tu disais rien. Puis quand il a fini par y aller, le cancer s'était généralisé, puis c'était fini. Tu sais. T'aurais-tu aimé ça, qu'il te voit? Première soirée électorale, quand on est passé d'une situation catastrophique puis qu'on est monté à 32, je pense que j'ai commencé mon discours en disant que mon père serait fier. C'est comme j'étais content d'avoir fait ça. Puis il aurait été là, il aurait été content. Il devait te regarder d'en haut. Là. S'il y a un en haut pour regarder, il doit avoir du fun. T'es-tu croyant? Il existe des affaires qui sont supérieures à nous autres. Je connais pas la nature de ça. Puis on s'est inventé ben des histoires à partir de là. Là, tu parles pas du gars l'autre bord, là? Le gars l'autre bord... Le gars au sud? Oui, il pourrait y avoir de ça, mais les religions ont joué, ça c'est l'anthropologue, les religions ont joué un rôle essentiel dans l'organisation des sociétés humaines ou dans une explication de la réalité qu'on devait se donner comme être humain depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, peut-être au-delà de ça. Aujourd'hui, on a la connaissance, on a la science, on a la médecine, on a la physique, on a la chimie, on a tout ça. Est-ce que la religion joue le même rôle? Puis est-ce que ça sert pas de prétexte, parfois, à des excès qui nous font pas avancer? C'est mettre le mot religion puis le mot égalité dans la même phrase, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'une religion qui n'est pas sexiste parmi les religions majeures de la planète, il y en a pas. En même temps, la plupart des guerres sont causées par les religions. Ouais, je pense que les guerres sont... Les religions, ils sont un prétexte à une guerre. Tu veux quelque chose que le voisin a s'il n'a pas la même religion que toi, c'est un maudit bon prétexte. Tu penses que c'est plus un prétexte? Je pense que c'est souvent un prétexte. Les gens peuvent le croire pour vrai, mais à la tête de l'État qui déclare la guerre, pas convaincu que le gars, c'est plus souvent un gars qu'autrement, soit bien religieux, puis que lui, il se dise pas politiquement, géographiquement, militairement, économiquement, on veut ramasser ce qu'il y a chez le voisin. Tu sais, ce côté-là, je l'ai expérimenté, j'étais en Arménie, puis notre guide, il était musulman. Puis là, à un moment donné, on était en voiture, parce qu'on est devenu de chum avec le temps. C'était vraiment gentil, puis là, on s'est mis à parler de religion. Ici, on a une liberté d'expression qui fait qu'on peut parler de pas mal de choses. On peut parler de religion, puis ça s'arrête pas mal là. T'sais, on a des opinions divergentes, mais on chicanera pas pour ça. Puis là, j'ai eu un peu ce langage-là où, à un moment donné, il dit, moi, je crois en Dieu, je suis catholique, mais je peux comprendre que quelqu'un qui est musulman, il croit dans son Dieu, au même titre que... À l'origine, c'est le même. Oui, mais là... Dans les traditions très anciennes. On s'est pas rendu là. On s'est pas rendu là. Ça a été tout de suite du tac au tac. Il y a rien qu'un Dieu, puis... c'est ça. C'est Mohamed, puis ça a fait... OK. Mais le ton qu'il a utilisé,
Le regard, le non-verbal, ce que j'ai compris, je dis, on va pas élaborer là-dessus parce qu'on n'était vraiment pas à la même place. Mais il y a 350 000 musulmans au Québec. Puis, on les associe, malgré eux, à une vision très extrême de la religion musulmane, à laquelle la plupart ne sont pas du tout liés. Les autres, ils vivent comme toi puis moi. Ils veulent être tranquilles, ils veulent vivre avec leur famille, ils veulent faire leur affaire. Ils sont pas radicaux, ils sont pas intenses, ils sont nombreux, une maudite grosse gang. La plupart parlent français. Ils ont le désir et le droit à la même affaire que nous autres, mais à cause d'une petite minorité très radicale, souvent manipulée de l'étranger, on peut avoir une vision qui est préjudiciable à une communauté qui est très contributive au succès du Québec. Là. Puis ça, on retrouve ça dans toutes les religions aussi, là. Pas juste chez les musulmans. Là. Non, c'est vrai partout. Il n'y a pas grand monde qui a peur des bouddhistes, mettons. Non. Bon, la religion bouddhiste est très, très ouverte à toutes les autres, très, très, très bienveillante, saine et douce, même si, historiquement, on ne pourrait pas dire que ça a toujours été ça. Donc, de petit cul de 13 ans, l'Assemblée nationale, tu dis un jour, je vais revenir, mais c'est pas vers là que tu t'es dirigé, là. Non, parce que j'avais à peu près oublié ça, je faisais ma vie. Hein. Mais c'est revenu vite, parce que quand je suis sorti de l'anthropologie, ma vie, c'était l'université puis le sport. Je faisais que ça, essentiellement. Quel sport? Gym, musculation. Okay. Bref, séjour en compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, c'est qu'il y avait des additifs à la musculation que certains gars utilisaient que moi, je voulais pas toucher. Déjà à cette époque-là? Oh, mon Dieu. Ben écoute, à cette époque-là, c'est post-Arnold, à cette époque-là. Excuse-moi, t'as quel âge, là? Moi, j'ai fait les compétitions tout de suite après l'université. Dans ces eaux-là. On était en 87, 88. J'ai fait une saison de compétition, puis j'avais pas la masse, j'avais la cote, là. J'étais très maigre. T'as fait de la compétition de bodybuilding? J'ai fait ça, moi. Ah, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. C'est mon cadeau de 60 ans, c'est un gym. Un gym. La vraie affaire dans la cave chez nous, là, c'est mon gros cadeau que je me suis fait. Je suis tombé content en tant que J'ai jamais arrêté. J'ai besoin de ça. Je fais d'autres choses. Je cours, je nage un peu. Je fais un peu de vélo. J'en fais moins, je trouve ça dangereux. Les routes, c'est trop dangereux faire du vélo de route. Là. Du monde qui se casse la gueule, il y en a trop. Là. Fait que là, je me suis gâté. Puis ça fait 40 quelques années que je fais ça. Puis c'est un plaisir que je m'impose un peu. Tu sais, moi, je m'en vais me faire mal pendant 1h15, là. Mais en même temps, une fois que t'es dedans, puis que l'endorphine embarque, là. Fait que toi, tu vas au gym? Ben, puis maintenant, je l'ai dans la cave. OK. Ouais, non, j'ai tout, là. Hey, c'est vraiment... Écoute, j'avais pas cette image-là en tête. C'est juste drôle. On parle de préjugés et de jugement, là. Mais là les photos sont très bien cachées. Il n'y a pas de chance qu'on peut en sortir une, là. On peut pas voir ça. J'ai dit à ma blonde qu'elle n'avait pas le droit. Fait que là, tu t'es dirigé vers la gérance d'artistes. T'as-tu fait un bond en politique avant? On a fait un truc en politique avant, parce que quand René Lévesque est décédé, le soir même, j'avais une espèce de crise de culpabilité. Je m'étais jamais impliqué en politique, j'avais jamais été bénévole, j'avais jamais aidé rien. J'étais une grande gueule de salon. Puis là, M. Lévesque décède. J'ai fait une lettre ouverte parce que c'était à l'époque où on souhaitait le retour de M. Parizeau. J'ai fait une lettre ouverte que Le Devoir a publiée, prétendant que c'était peut-être organisé par lui, mais pas en tout. Je n'étais pas en tout impliqué en politique. J'ai appelé l'organisation locale du comté où je demeurais. À l'époque, je demeurais à Saint-Jérôme. Puis là, je dis, on peut-tu faire telle affaire en organisation? Puis on dit, es-tu capable de faire ça? J'ai essayé, je l'ai fait. 2-3 mois après, j'ai été contacté par la permanence nationale. J'ai été engagé, j'étais là à peu près 2 ans. Puis c'est là que j'ai fait organiser les premiers spectacles dans le cadre d'activités politiques. Je trouvais ça intéressant. Et je suis parti vers ça à peu près dans les mois suivants. Après un très court passage autour de l'île, je voulais partir ma propre entreprise. J'avais ramassé un petit peu de capital que j'ai tout perdu dans le premier show. Mais après ça, on continuait pareil. Puis éventuellement, il y a eu un Éric Lapointe sur mon chemin, qu'un chum disait, il chante, tu devrais l'écouter chanter. Quand j'étais encore en politique, d'ailleurs, mais tout le monde connaît quelqu'un qui chante. Hein? Mais quand j'ai entendu Éric la première fois, il y avait quelque chose. Hein? T'as peu, là. Comment ça a passé que tu te lances là-dedans puis il y a quelqu'un qui te dit, il faut que tu écoutes ce gars-là? C'est comme ça que ça s'est passé. Éric était bénévole un peu dans Terrebonne.
Puis moi, ben, j'étais dans cette région-là. Puis ils me l'ont présenté. Puis bon, j'ai entendu chanter autour d'un feu de camp. Il chantait la bohème un soir autour d'un feu de camp. Puis après ça, il est venu chez nous avec un sac de Provigo avec des papiers chiffonnés dedans, puis sa guitare. Puis là, il a fait ce qui était l'origine des premières tunes qu'on a connues. Moi, j'entendais... Moi, je suis pas un gars de musique à la base. Être gérant, c'est de l'organisation puis des communications plus que d'autres choses, puis un peu de finance. Puis j'entendais quelque chose. On a fait la run de toutes les maisons de disques. Ils ont toutes dit non. Après, ils disaient, « Hey, moi, je l'aurais pris. » Non, non, non. Vous avez eu les maquettes. Ils ont toutes dit non. Ils ont toutes dit non, sauf une. Ça a fini par être compliqué, parce que ça aurait peut-être pas été le premier choix à l'époque. Mais ils ont toutes dit non, sauf une. Puis après ça, quand ça a décollé, ben, on connaît le reste de l'histoire. Il était comment, Éric Lapointe, au début? Éric, je pense qu'il n'a jamais cru ou compris son propre succès. Hein. C'est pas un gars prétentieux. Moi, je vais vous montrer comment ça marche, là. C'était un gars qui était impressionné, épaté d'être capable de vivre de ça, puis de vivre ça. Il vivait intensément, c'est bien connu. Ça a toujours été un gars fondamentalement simple, exposé à tout ce qui vient avec le succès dans un star system. Puis à l'époque, il y avait encore un star system québécois très, très intense. Ça transforme évidemment quelqu'un, mais fondamentalement, le gars à qui je parle à cette heure, c'est le gars à qui je parlais quand on s'est rencontrés, qui est comme réatterri sur ses pattes. Puis c'est un gars brillant, là. C'est un gars très, très brillant. D'ailleurs, j'ai vu quelque part que tu avais dit que c'était sûrement un des gars les plus intelligents. Oui, oui. En fait, ceux qui m'aiment Que t'avais pas, puis rencontré. ceux qui l'aiment pas, s'amusent à faire rouler ça dans les réseaux sociaux. Ha, ha, ha. Je pense qu'Éric est beaucoup plus intelligent que ceux qui essaient de le dénigrer dans les réseaux sociaux. Ça ne pardonne rien de ce qu'il peut avoir fait comme erreur dans sa vie. Ça y appartient, je ne vais pas là. Mais c'est un gars extrêmement brillant. Pas mal plus que beaucoup de ceux qui le dénigrent. Ça s'est passé comment, ton implication pour l'aider à lancer sa carrière? Parce que tout le monde te dit non, tu trouves une maison de disques, ça semble avoir été difficile. Mais tu sais, moi, de mémoire, ce que je me souviens, c'est que ça a parti, puis quand ça a parti, ça a décollé. Là. Quand ça a décollé, mais... Comment dire... Sans m'aventurer dans des choses que je n'ai pas envie de prouver en public, des fois, entre le rapport que tu reçois puis les ventes de disques, il y a des écarts. Hein? Ah ouais? Ouais, ça peut arriver. Tu peux dire, ouais, on peut-tu renégocier quelque chose, puis on peut-tu, bon. Puis Éric a pris ses décisions avec un avocat, moi je suis pas avocat, qui était sur la base de l'impression de ne pas avoir été, peut-être très fondé, là, de ne pas avoir été traité correctement par la maison de disques. Tout ça lui appartient, puis appartient à l'histoire. Quand tu commences, c'est encore vrai aujourd'hui, mais à l'époque, tu enregistrais des cassettes, tu sais, les petites cassettes. Tu enregistrais sur les petites cassettes, puis là, ben, tu distribuais ça. Ça, facilement, tu mets ça sur des CD, puis la musique est un peu programmée. C'est un ordinateur, tu es capable de faire tes propres maquettes, tes enregistres, puis quelqu'un vient de faire la guitare. C'est beaucoup plus technologiquement facile aujourd'hui. Bien, il faut que tu saches comment le faire. Moi, j'ai toujours dit, le clavier puis le programme d'ordinateur remplacera jamais le talent de la personne qui est en arrière du clavier ou qui joue la guitare ou qui écrit la toune ou qui la chante. Étonnamment, à part quelques vedettes très connues qui tirent très bien leur épingle du jeu, les plus mal payés de l'industrie, c'est ceux qui créent à la base ce qu'on va entendre. Ceux qui créent la chanson, qui l'écrivent, musique, parole, ou ceux qui la chantent sont souvent les plus mal payés de toute la chaîne industrielle de Encore musique. maintenant? Ah, ben oui. Même si tu es sur les sites d'abonnement où tu as un accès à peu près limité, ce que tu reçois, c'est des fractions infinitésimales de scènes. Il faut que les gens te téléchargent ou t'écoutent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Plus les difficultés de fréquentation des salles, les effets de la pandémie. Là. Non, c'est pas... Pas un métier facile. Les gens qui venaient me voir, puis il y en a encore qui m'en parlent aujourd'hui. « Hey, comment je devrais faire? » Si tu fais de la musique ou de l'art ou n'importe quoi, ou toi, le sport, exemple, c'est parce que tu as ça en dedans de toi, tu as besoin. Tu as besoin de le chanter, de le danser, de l'écrire, de le peindre, de... Fais-les parce que tu en as besoin. Parce que les chances que tu aies une vraie carrière et que tu en vives sont minces. Les quelques chanceux qui ont une carrière comme Éric en musique ou comme toi en sport, c'est beaucoup, beaucoup d'appelés, très, très peu d'élus. C'est vrai en politique aussi. Je m'étais déjà dit, quand j'étais en politique, je me disais, je pourrais peut-être essayer telle affaire.
Moi, je vais essayer telle affaire, mais il y en a 200 autres qui veulent essayer la même affaire que moi. Quand je me lève le matin, je me dis, hey, j'ai la job que j'ai aujourd'hui. J'adore ça, je trouve ça extrêmement intéressant à vivre. Il y a bien d'autres mondes qui auraient voulu vivre ça. Moi, j'ai la chance que, présentement, il faut que je sois à la hauteur de ça, mais c'est moi qui l'ai, ce job-là. Il y en a rien qu'une de même. Ouais, c'est toi qui es le frontman. Penses-tu que c'est encore possible qu'il y ait un autre Éric Lapointe qui sorte dans le monde d'aujourd'hui où ce que tout est préfabriqué, où ce qu'on met en place une machine qui nous produit des artistes? Qui aurait pensé que la grosse vedette rock serait un gars qui est pas très grand, pas très gros, qui a pas l'air d'un mannequin de magazine? Puis ça a passé pareil. Pourquoi? Parce que c'était vrai. Puis encore aujourd'hui, les artistes qu'on voit le plus dans le milieu québécois de la musique, c'est des gens qui sont là pour le talent, puis parce qu'ils sont vrais. Ça, je pense que ça va toujours percer. Il y a peut-être d'autres Céline Dion ou d'autres Éric Lapointe qui existent, puis qu'on connaît pas. Il doit y en avoir des gens avec un énorme talent qu'on découvre pas. Mais une des vertus des émissions, qu'on aime ou pas la formule des Star Academy ou des La Voix de ce monde, c'est de donner des tribunes à beaucoup, beaucoup de gens qui, à travers un processus, vont finir par arriver au bout, puis vont peut-être, en effet, avoir la chance de vivre de ça, puis d'être découverts. Mais les gens disaient « Hey, t'as découvert Éric Lapointe. » J'ai pas découvert Éric Lapointe. Éric Lapointe s'est découvert lui-même. Moi, j'ai été un véhicule qui l'a aidé à se rendre là. Mais son talent, ce qu'il projette, ça vient tout de lui. Si Éric Lapointe ne te rencontre pas, y a-tu la carrière qu'il y a eu? Il y a probablement une carrière quelconque avec quelqu'un d'autre. C'est dur à dire, hein? Réécrire l'histoire, là. Si tu changes une affaire, tu changes tout. Je sais pas. Les circonstances ont fait qu'il y a deux destins qui se sont croisés puis qui ont été étroitement associés pendant 18 ans de deux gars, peut pas être plus différents qu'Éric puis moi, là. On se croisait parce qu'il faisait le chiffre de nuit, je faisais le chiffre de jour, là, mais tu peux pas être plus différent qu'Éric puis moi puis avoir une espèce de relation qui, avec le temps, c'est comme... Et quand on s'est connus, il y a une couple d'années d'écart d'âge, peut-être 4 ans. Mais quand on s'est connus, c'était gros 4 ans d'écart d'âge. Moi, j'étais le gars plus sérieux, puis lui, c'était le gars moins sérieux. Aujourd'hui, on a à peu près le même âge. On a des vies qui sont très différentes. Fait quelque chose de... Ben, j'ai jamais dit à lui, mais de plus fraternel que professionnel à cette heure. T'sais. Souvent, je me dis, c'est mon petit frère qui a fait des niaiseries, là. Il peut juger ce que moi j'ai fait de la même manière. C'est plus une relation de type professionnel. Il est dans ta vie, il est là. Quand t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Quand tu trouves qu'il fait une connerie, tu trouves qu'il fait une connerie, mais il est là, pareil. Yves-François Blanchet, existe-tu? Es-tu rendu où ce qui est là s'il n'y a pas Éric Lapointe? Non. Non, parce que... parce que les circonstances créent toujours quelque chose. C'est une séquence d'événements à une vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plein d'affaires intéressantes dans ma vie. Que ce soit la disque, que ce soit les médias, que ce soit la musique, que ce soit la politique maintenant, que ce soit que j'ai été ministre. J'ai eu une vie... Bon, il reste de la place encore en masse, là. Je suis encore jeune. Pas fini. Là. Non. Mais j'ai eu une vie très intéressante. Mais évidemment, d'être un producteur de musique plutôt alternative, parce que ça prenait moins de moyens, puis soudainement, que le public nous donne raison, à lui et à moi, d'avoir voulu proposer ça au monde comme musique, comme spectacle, comme tout ce que ça a été. Ça a amené un succès dans ma carrière à cette époque-là. C'était pas facile, là. C'est loin d'être facile dans ce milieu-là. Puis gérer Éric... ça doit pas être facile, ça. C'est pas de tout repos. Après ça t'amène à la DISC. J'étais président de la DISC. Ça m'a amené par la suite à être président du Jour de la Terre. J'ai été sollicité après ça par quelqu'un qui connaissait Éric et moi, Pascal Bérubé, qui est au Parti québécois, pour revenir à la politique. On a gagné. Je me suis retrouvé ministre. Tu sais, cette chaîne-là, elle est ininterrompue. Et tu serais jamais à l'étape suivante si tu n'étais pas passé par le bout d'avant. Et là, tu dis, hey, il y a des bouts durs dans tout ça, tout le temps. Il y a des bouts où tu n'as pas une scène, tu as des bouts où tu n'as pas de moyens, tu as des problèmes à régler, des catastrophes, des crises à gérer tout le temps. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est où on est rendu avec l'expérience qu'on a. Pourquoi tu t'es dirigé vers la politique alors que tu aurais pu être le prochain René Angélil? Quand je suis allé voir Éric en 2008 pour lui dire que j'allais peut-être... en fait, plus que peut-être, que j'avais l'intention d'être candidat à l'élection de 2008, il a répondu à ta question. Il m'a dit, je peux pas plus t'empêcher de faire de la politique que tu pourrais m'empêcher de chanter.
C'est comme s'ils disaient, regarde, t'as ça, tu sais. Puis on avait fait des activités politiques ensemble. À l'époque, l'industrie disait aux gens, hey, parle pas de politique, puis montre-toi pas si t'es indépendantiste, puis dis-les pas, parce que tu vas perdre les subventions, puis le producteur va perdre ses subventions, puis ça existe encore, puis on est obligé de mettre des petits drapeaux du Canada sur ses albums, puis tout ça. Nous autres, on s'était jamais empêchés, là. Quand il nous disait, allez-y doucement, je me rappelle un show à Québec, il dit, ouais, allez-y doucement sur la politique. On disait, OK, c'est beau. Il y avait qui est monté sur scène avec une pancarte du oui. On s'en cachait pas. On était ensemble le soir du référendum à la même place que M. Parizeau. Puis on est toujours très associés à cette cause-là. Éric Lapointe, séparatisme, me semble que ça va ensemble. Oui, pas mal. Ouais, pas mal. Il s'en est jamais caché. Il n'a jamais été timide de ça. On faisait attention quand c'était partisan. Mais quand c'était juste la cause, on était un peu plus déluré. Aviez-vous des conversations sur la politique? Ah, beaucoup. Oui. Ça y arrive encore. Il regarde le journal, puis il m'appelle, puis « Hey, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Hey, c'est bon ce que tu dis. Hey, pourquoi tu as dit telle affaire? » Oui, ça arrive encore. On se parle pas souvent. On peut être 6 mois sans se parler, puis après ça, on se parle pendant 3 heures. Mais oui, il est très, très... Il suit la politique de tout temps, indépendamment de son état d'esprit dans les périodes. Ça y appartient, mais ça me dérange pas de vous dire ça. Il se levait le matin, puis il ouvrait son journal. Je suis content d'entendre ça, parce que je me rends compte que finalement, c'est pas juste un rocker, là. C'est une vraie personne. Puis, puis il écoute de la musique de tous les genres. Là. C'est beaucoup plus large. Tu l'inviteras, tu lui demanderas, mais tu vas voir que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus curieux intellectuellement que la vision plus étroite que tu as quand tu allumes la radio puis que tu entends une toune ou une autre. Même la première toune. Écrire ce qui est devenu Terre Promise, dont la version originale s'appelait Gypsy, qui est une des premières tounes que moi j'ai entendues. Faut que tu l'écrives. Faut que tu aies vécu quelque chose pour écrire ça quand même. Faut que il y a une couple de phrases là-dedans où tu te dis, OK, il y en a dans le gars, là. Oui, il avait l'air d'écrire avec ses tripes, là. En tout cas, il chante avec ses tripes. Oui, clairement. Tes idoles politiques, c'est qui? Il y en a plusieurs. J'ai pas de... Dans la vraie vie, mes idoles ou mes modèles sont des personnages fictifs. Parce qu'ils n'ont pas de défaut. Il y en a au moins, mettons. Parles-tu de moi, là? Ben, t'es assez réel. Tu devais avoir une couple de défauts. Non, le gars fictif, c'est le gars qui n'a pas de défaut. Ouais, c'est ça. Mais, fait qu'il y a des choses, selon les personnages, la connexion intime entre René Lévesque puis la population, ça se compare à rien qu'on a connu. Le talent d'orateur incroyable, avec une absence de compromis d'un Pierre Bourgault. C'est quelque chose, j'ai eu la chance de connaître un petit peu M. Bourgault. Je suis pas de ceux qui disent « Ah, moi, je le connaissais bien. » J'ai connu un peu Pierre Bourgault, et c'est quelque chose, c'est un personnage incroyable. J'ai travaillé avec M. Parizeau, qui est complètement dans un autre univers, dont la vision organisée de ce que peut être un Québec au niveau économique, puis aussi une intransigeance dans les convictions. Un peu tout ce monde-là. Mme Marois qui a brisé des plafonds de verre incroyables. Gilles Duceppe, avec qui je collabore encore. Tu sais, c'est Lucien Bouchard, qui est un personnage majeur de l'histoire du Québec. Tout ce monde-là, je peux pas les départager. Dans la vision de l'analyse économique, j'étais très proche de ce qu'un Bernard Landry disait. Je suis résolument un social-démocrate. Je suis pour la représentation collective des travailleurs. Moi, je suis pas un anti-syndicat, loin de là, puis je m'en cache pas, là. Tout ce monde-là a une contribution à comment on lit puis on voit la politique, plus une couple de personnages peut-être un peu fous dans la vraie vie que j'ai pas connus, mais si tu regardes la vie d'un Mitterrand ou la vie d'un Churchill, où il y a des personnages dans l'histoire qui sont des géants et puis qui peuvent être très, très inspirants. Fait que j'ai pas une idole politique comme ça. OK. Je t'écoute, là, puis je trouve que le point commun entre les artistes et les politiciens, les égaux. Il y a certainement de ça. Je pense que tu en as besoin. Je voyais une ancienne ministre, j'ai croisé une ancienne ministre il y a 2 semaines, puis elle me disait que par rapport à quand j'étais ministre, ou elle siégeait en même temps que moi, mon tempérament s'était adouci. C'est vrai que ça fait quand même une 15aine d'années que j'ai commencé disant que je suis plus ministre. À l'époque, le parti ou l'entourage de Mme Marois était bien content d'avoir le goon, d'avoir quelqu'un qui complétait les mises en échec puis qui plaçait les affaires des fois. Ça m'a collé pas mal. Puis, aujourd'hui, on fait tout pour ne pas répondre à une question en politique. Et moi, c'est le contraire. Je voulais répondre aux questions pour prouver que j'avais raison. J'avais un certain tempérament. Mais après, peut-être qu'après avoir perdu, parce que
la défaite est souvent beaucoup plus formatrice que la victoire. On apprend plus souvent dans des faits Oui, que dans puis des victoires. moi, j'ai passé 4 ans et demi à revivre tout ça, puis à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu là, puis ça n'a pas marché, quelles sont les erreurs qu'on a fait, pas juste moi personnellement, c'est pas à propos de moi, mais comme mouvement politique, comme parti, comme façon d'interpeller la population, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Où est-ce qu'on s'est accroché? T'apprends plus, puis c'est comme des grosses cuillerées de modestie aussi qu'il faut qu'ils rentrent. Puis quand je suis arrivé au Bloc, on partait tellement loin que la phrase clé, c'était « faut prendre ça avec humilité, il faut faire une proposition aux gens, les gens sont pas obligés de voter pour nous autres, il faut leur en donner le goût, il faut qu'ils nous fassent confiance. » Et c'est resté dans l'ADN du Bloc depuis ce temps-là. Et ça permet pas de faire la politique très arrogante qu'on voit parfois, même si ça m'arrive encore d'être un petit peu cinglant, mais je me discipline. Comme je dis tout le temps, l'ego s'en en prend, mais il ne faut pas qu'elle prenne le dessus, que ce soit elle qui mène. En politique, si tu ne l'as pas, tu vas te faire marcher dessus, ça sera pas long. Il faut que tu sois capable. Mais oui, tu te fais écœurer, oui, tu te fais insulter, oui, les réseaux sont un caniveau gênant de toutes sortes de choses, mais en politique, tu as aussi une organisation autour de toi, des militants, des bénévoles qui te nourrissent. Là. Eux autres, ils t'apprécient. Là. Fait que lire les messages sur X le matin, qui sont faits par des chaînes préorganisées de gens qui viennent de créer des nouveaux comptes pour venir t'écœurer, c'est une chose. Mais arriver dans une salle avec 250 personnes qui t'accueillent plus que chaleureusement, vraiment que ça se remplace pas, ça non plus. C'est peut-être pas une rockstar devant une salle de 2000 personnes, mais ça se remplace pas comme comment ça te nourrit, là. On a beaucoup ri la première fois qu'on était dans une activité, on était dans un truc à Verchères pour Bernard Landry, il y avait Éric, il y avait moi. Puis là, il y a quelqu'un qui s'en vient pour nous autres, mais c'est à moi que la personne a demandé une photo ou une signature. Fait que là, Éric a dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe ici, là? » Ah, t'étais une vedette dans ton propre monde. Ouais, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une notoriété qui vient avec le travail que je fais, là. C'est-tu plus dur de faire de la politique maintenant qu'à tes débuts? Je pense que ça n'a jamais été facile. La manière que les gens peuvent librement et anonymement s'exprimer sur les réseaux, donc tu es en arrière d'un clavier, tu mets un faux nom, tu mets la photo d'un chat, puis là, tu insultes quelqu'un. Ça t'expose à beaucoup de haine, là. Mais la haine qui s'exprime par écrit sur un réseau social, au moins, elle ne s'exprime pas dans la rue. Elle ne s'exprime pas par la violence. Fait qu'il y a un exutoire là-dedans qui est peut-être pas juste mauvais. Mais je me rappelle quand je suivais la politique puis j'étais jeune, aujourd'hui, quand on parle de René Lévesque, tout est parfait, tout est beau. Ses adversaires se revendiquent de René Lévesque comme si c'était leur meilleur ami. C'était pas ça à l'époque. C'était pas ça à l'époque. Il se faisait écœurer, insulter, calomnier partout. Les caricatures d'un journal, des fois, c'était extrêmement dur. Donc, le fond de la politique a peut-être pas tant que ça changé, mais la façon dont elle s'exprime a changé. Puis le fait qu'il y a des joueurs qui rentrent en politique, qui sont des entreprises privées tellement puissantes, que ce soit Elon Musk et ses entreprises, ou d'à peu près tout ce qui s'appelle géants d'Internet, qui sont plus riches que des pays, qui sont capables d'influencer la politique nationale de pays parce qu'ils sont plus puissants, puis que tout ce monde-là se coagule autour d'un président qui va leur donner tout ce qu'ils veulent, ce n'est plus de la démocratie. La volonté qui va servir la majorité des gens de bonne foi, elle a de la misère à se frayer un chemin jusqu'aux gens qui sont souvent abreuvés de désinformation. Tu as mentionné tantôt que tu as des gens qui font de la politique qui répondent pas aux questions. Tu sais, j'ai commencé à regarder en préparation de notre rencontre, d'écouter la Chambre des communes. Fait que je suis pas très politique, mais quoi te dire, quand j'écoutais ça, c'est quelque chose. Beaucoup de questions, peu de réponses. T'as de la misère à suivre un peu où est-ce que ça s'en va, là. Encore une fois, moi, quand j'y étais, je voulais répondre aux questions pour prouver que j'avais raison. La stratégie des libéraux, c'était d'éteindre les questions. Il fallait que la réponse soit suffisamment plate pour que ça se rende même pas dans les médias. Alors que pour les conservateurs, c'était de l'utiliser avec slogan, slogan, slogan. C'était sa tribune privilégiée.
nous, je pense qu'on avait la réputation, et je pense qu'on la méritait, même dans beaucoup de médias, privément, de dire que le Bloc avait le meilleur caucus du Parlement. Parce que je suis extrêmement sévère. Moi, je m'oblige à connaître un peu, en tout cas assez pour répondre le dossier de n'importe quel de mes députés. Faut que tu lises, faut que tu t'informes, faut que tu poses des questions, faut que tu t'entoures de gens qui sont compétents puis qualifiés. Puis quand un député du Bloc se lève en chambre et pose une question, il a besoin d'être prêt. Parce que le leader parlementaire, il va le rappeler dans son bureau puis il va dire « T'étais pas prêt ». Et ils ont des préparations, puis ils répètent, puis ils pratiquent les questions. Puis si ça paraît tôt, éventuellement, c'est moi qui vais dire ben, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas meilleur que ça? » Pourquoi que c'est pas la norme? Parce qu'il y a des gens qui réussissent à avoir du succès en politique sans avoir cette espèce de franchise-là. La fabrication d'images, des messages pré-packagés pour influencer l'opinion publique, la gestion par sondage. Il y a des machines de marketing qui se mettent en place, qui sont souvent très, très riches. C'est une campagne électorale pour un des grands partis canadiens où nous autres, c'est pas du tout le même budget. Là. Nous, on a beaucoup moins de moyens financiers sur un moins grand territoire, puis j'ai pas besoin d'avion, j'ai pas besoin de tout ça. Mais notre manière de faire la politique, pardon, elle est héritée de celle de l'époque carrément de René Lévesque puis du Parti québécois, où c'était des militants, des bénévoles engagés sur le terrain qui y vont. Il y a moins de monde aujourd'hui qui font ça qu'il y en avait dans le temps. Puis des partis avec 300 000 membres, ça n'existe plus. Mais fondamentalement, c'est des gens qui vont là par conviction. Il n'y a personne qui est candidat pour le Bloc pour être ministre. Il n'y aura jamais de ministre du Bloc. Quelqu'un qui vient au Bloc, il sait qu'il va être dans l'opposition et que c'est le véhicule qu'il va utiliser pour faire valoir les intérêts du Québec, faire des propositions, mettre ça en avant ou empêcher telle autre affaire. On a fait modifier à peu près tous les projets de loi dans le sens des intérêts du Québec. On a fait adopter les nôtres qu'on avait mis de l'avant nous autres mêmes. On a fait adopter des motions. On a influencé des votes. Un nombre important de notre gang, ça empêche que d'autres puissent nous marcher sur le corps. Parce que la politique serait faite essentiellement pour Toronto, puis l'Ouest canadien, puis le pétrole, s'il n'y avait pas une grosse voix québécoise qui s'exprime. Tu penses quoi de la perception du Bloc du reste du Canada? C'est pas si pire que ça. À l'époque où c'était moins belliqueux, Gilles Duceppe avait carrément fait le tour du Canada puis des conférences, puis c'était bien reçu. Moi, j'ai quelquefois des messages de gens qui voudraient que le Bloc présente des candidats dans des comtés en dehors du Québec, ce qui ne se peut pas. Là. Moi, je dis, mais écoutez, candidat du Bloc à l'extérieur du Québec, c'est comme de l'ingérence étrangère. On est souverainiste, nous, on pense que le Québec devrait avoir ses propres affaires. Et un député québécois, ce serait seulement au Québec, et on a hâte que ça se produise. Il y a des gens qui même en anglais, là, des choses très flatteuses sur comment je fais mon travail. Fait que c'est pas si hostile que ça. Si on est capable d'expliquer aux gens qu'on peut être de bons voisins entre égaux, ils s'entendent entre nous. Tu sais, les gens me parlent de commerce à l'heure actuelle. Ah, le Québec, c'est trop petit, mais un Québec souverain serait probablement allié avec le Mexique et avec le Canada pour faire un front commun dans une négociation face aux Américains sur les accords commerciaux. Le fait d'être petit n'est pas quelque chose qui t'empêche de collaborer lorsque ça sert tes intérêts. Donc, toutes ces discussions-là sont intéressantes à faire. Elles doivent être faites. Puis je dis parfois aux gens du Canada qui sont hostiles au Bloc, au lieu de nous haïr, faites comme nous autres. Faites-vous-en un bloc de l'Ouest ou un bloc du Pacifique ou un bloc maritime ou un bloc de l'Ontario. Puis là, ben, dans ce qui sera le Parlement fédéral dans ce monde-là, qu'on soit souverain ou qu'on soit pas encore souverain, chaque région aura une voix qui sera vraiment la sienne. Sinon, toi, t'es de l'île du Prince-Édouard. Les chances que ton idée passe, si t'es pas d'accord avec les 120 députés de l'Ontario, pas grand-chance. Mais en même temps, il y a une perception qu'au Québec, on est une province pauvre. Pourtant, on a plein de richesses qui, pour une raison ou une autre, on n'exploite pas comme on devrait. J'ai l'impression qu'on devrait être plus riche qu'on l'est. Payer moins d'impôts qu'on en paye, payer moins de taxes qu'on en paie. D'abord, les taxes et les impôts viennent avec des services. Si tu compares ce que ça coûte aux Américains qui payent moins de taxes et d'impôts je ne vois pas aux Américains, mais mettons, juste au Canada. Mais l'exemple est plus extrême parce que c'est facile à illustrer. Au final, ça leur coûte plus cher que nous autres pour moins de services. Maintenant, le Québec a... D'abord, au départ, le Québec a sauvé la vie littéralement de l'Ontario et de l'Alberta. C'était les finances québécoises qui étaient plus prospères. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se rappelle de ça. À l'époque. Et jusqu'aux années 50, les Québécois francophones ne contrôlaient pas leur propre économie. C'était
les travailleurs sur la liste de paye des Anglais. C'est seulement lors de la Révolution tranquille et son pendant économique qu'une nation québécoise qui a émergé avec son entrepreneuriat qui est encore caractéristique aujourd'hui. Mais une nation qui veut émerger face à autrui doit être très, très solidaire. Donc, le Québec a eu des outils collectifs, que ce soit au niveau économique, créés notamment par M. Parizeau, que ce soit des outils comme Investissement Québec ou la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, évidemment, au premier chef. Le Québec qui se décomplexe, c'est d'abord et avant tout Hydro-Québec au plan économique. Bon, on a travaillé en solidarité puis en outils communs tout le temps, plus collectifs. Les outils collectifs, tu les finances par les taxes et les impôts qui retournent des services à la population et qui font en sorte que l'écart de richesse est moins important au Québec que n'importe où ailleurs. Et le Québec, de la fin des années... de fin des années 2010, là, après l'époque où moi j'étais à Québec, est un Québec dont les finances publiques étaient plutôt en ordre et qui avait la meilleure performance économique de l'ensemble des provinces canadiennes. Mais on partait de tellement loin que le rattrapage est long à faire, mais on ne se comporte pas mal du tout présentement. Encore aujourd'hui, l'économie du Québec n'est pas dans une situation catastrophique. Le défi américain pourrait faire mal, puis encore une fois, le Québec est parmi les mieux placés pour relever le défi, parce que les entreprises sont plus petites, elles sont plus agiles, elles ont accès à des marchés étrangers importants, on a un réseau de centres de recherche, une capacité d'innovation absolument exceptionnelle. C'est pas pour rien qu'on est dans l'intelligence artificielle ou dans l'énergie propre ou dans l'aéronautique. Le Québec est un meneur parce qu'on a cette espèce d'agilité-là avec un réseau d'institutions universitaires qui ont été littéralement créées par l'État pour qu'il y ait des universités dans toutes les régions du Québec, puis qu'on commence à développer des Québécois scolarisés, parce qu'au début de la Révolution tranquille, on était les avant-derniers de l'OCDE en termes de diplomation universitaire, juste avant le Portugal. Là, on se classe très, très bien. Tu parles d'énergie propre, je pense que c'est à la mode, l'électrification du système. Tu sais, on vient d'annoncer un certain recul. On disait 2035 qu'il n'y aura plus de véhicules à essence. Là, on vient de dire qu'on va possiblement repousser. Est-ce qu'on est trop ambitieux? C'était un maudit beau prétexte parce qu'ils savaient qu'il n'y arriverait pas. Quand j'étais ministre de l'Environnement, on disait qu'il n'y aurait plus de déchets enfouis en 2023. Je me grattais la tête, moi, comme ministre de l'Environnement. On a continué à augmenter les quantités de déchets enfouis. On ne réussit pas à rencontrer les défis. Pourquoi? Parce qu'on ne réussit pas à démontrer aux gens l'importance que ça a. Sur la question plus précise des véhicules électriques, en termes d'ingénierie, de production, d'extraction des ressources que ça commande pour réussir à avoir une offre de véhicules électriques qui nous aurait permis de rencontrer cet objectif-là, énorme défi. Énorme défi. Transformation des infrastructures, gros défi. Il aurait fallu que tout le monde veuille le faire en même temps. Cela dit, le Québec a renoncé à l'objectif, et la Californie puis d'autres États américains n'ont pas renoncé à leurs objectifs par leurs restrictions. C'est peut-être un peu un prétexte. Il reste qu'il y a une progression importante de commerce de véhicules électriques, puis il faut continuer à aller dans cette direction-là. Le seul endroit en Amérique, au Canada, qui va rester... Le Colombie-Britannique a encore une taxe carbone, mais qui va rester très actif en termes de lutte au changement climatique. Et ne pas le faire coûte extraordinairement cher. Allez le demander aux Californiens qui viennent de traverser des feux de forêt qui sont parmi les plus grandes catastrophes de l'histoire du monde. Ça coûte extraordinairement cher quand on a nos inondations ou quand nos forêts brûlent aussi. Il faut poser des gestes qui sont financés par une forme d'encouragement à innover ou de pénalité financière si tu n'innoves pas pour améliorer les enjeux environnementaux. Mais le Québec est le seul endroit qui renonce pas, avec la Colombie-Britannique, à la tarification carbone. C'est moi qui l'ai complété, cet exercice-là, en 2013, avec notre partenaire californien, puis quelques autres endroits qui restent très engagés. Mais les libéraux fédéraux abandonnent leur taxe carbone, qui était très imparfaite. Les conservateurs ne veulent rien savoir de ça. Eux autres, c'est le pétrole avant tout. Les Américains sortent de l'accord de Paris, qui était une espèce de traité international auquel tout le monde adhérait librement, bien sûr, et repartent des centrales de production d'électricité au mazout ou au diesel. Donc, il y a un recul environnemental. Ça vient avec des conséquences. Puis pour les jeunes familles, les gens qui partent dans la vie, les factures liées aux enjeux environnementaux, parce qu'on refuse de prendre les bonnes décisions pendant que c'est encore le temps, ça va coûter extrêmement cher. Ça va coûter plus cher qu'une coupe de scène sur ton litre d'essence. J'ai voyagé beaucoup. J'ai un peu comme la perception où ce qu'on essaie d'être plus blanc que blanc.
Parce qu'il y a bien des endroits dans le monde que ce virage-là sont loin de là. Tu sais, en Occident, on a je dirais, un souci de l'environnement où ce qu'on sait qu'on doit faire des efforts, qu'on doit travailler. Mais tu as un paquet de pays dans le monde qui sont beaucoup plus populeux que nous autres, qui polluent beaucoup plus que nous autres. Puis cette recherche de devenir propre nous rend peut-être... ça nous rend pas un peu... c'est difficile de compétitionner contre les autres, comme si on compétitionnait pas à armes égales. Si on regarde les gaz à effet de serre par tête, per capita, on est des gros pollueurs, plus que l'Indien ou le Chinois moyen. Ils sont beaucoup Il est plus vrai que nous que... autres. C'est ça, c'est le nombre. Mais là, ça c'est pas leur faute. Là. Tu vas pas dire, c'est de ta faute, t'es plus nombreux. Les gouvernements de certains de ces pays-là veulent rien savoir, d'entrée de jeu. Ils veulent rattraper l'Occident en matière de prospérité et ont l'impression que l'Occident utilise l'environnement pour les ralentir dans leur développement. Ce qui n'est pas une bonne manière de l'aborder, bien sûr. Ça prend plus de collaboration, ça prend plus de moyens pour aider, par exemple, l'Afrique qui veut prendre le virage. Il faut être plus solidaire. Il n'y en a rien qu'une planète. Puis elle est de plus en plus petite, dans la mesure où on est de plus en plus nombreux dessus. Mais dans les moyens qu'on peut déployer, l'Europe a trouvé un moyen pour obliger ces pays-là à rentrer un peu dans le rang au niveau environnemental. C'est une tarification carbone à l'entrée. Si l'Europe déploie ou impose des contraintes environnementales financières à ses propres entreprises et que quelqu'un arrive de l'étranger et ne le fait pas, mais il va charger à l'entrée sur le territoire une forme de redevance qui va compenser puis garder les entreprises compétitives. Fait que ça va amener, peut-on espérer, on verra si ça marche, des pays comme l'Inde ou comme la Chine à forcer davantage pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et ça va éliminer un peu le désavantage d'être ceux qui prennent l'initiative. Ils disent, nous autres, on va y aller pareil, puis on va quand même faire les efforts environnementaux, même si ça coûte quelque chose, parce que tôt ou tard, il va falloir arriver là. Puis à cet égard-là, l'Europe, globalement, a été assez innovante. Le Québec est très, très bon, mais le Québec est un morceau présentement d'un pays beaucoup plus grand sur un continent qui ne fait pas les mêmes efforts. Il n'y a pas un peu d'hypocrisie parce que pour que nous autres, on soit propres, qu'on atteigne nos objectifs et qu'on puisse dire que, justement, on travaille fort pour se rendre là, bien, il y a des pays que les autres ne suivent pas la cadence, puis on s'alimente là-bas pour aller chercher du minerai qui n'est pas exploité de façon aussi propre. Il y a tout ça. Ce qu'on fait, très imparfait, là, ce qu'on fait comme État pour essayer de favoriser, ralentir les effets des changements climatiques, qui est le principal enjeu environnemental du moment, ça peut être fait tout à fait de bonne foi, mais ça n'effacera pas du jour au lendemain que pendant longtemps, et souvent encore aujourd'hui, le modèle économique des pays riches, c'est en bonne partie d'exploiter les pays pauvres. Ça, c'est encore vrai. Les compagnies minières canadiennes en Amérique du Sud, c'est pas des enfants de cœur. Le vernis propre du Canada, qui est en effet, par litre, le plus gros polluant au niveau des gaz à effet de serre pour le pétrole de l'Ouest canadien, qui est le plus coûteux et le plus polluant à extraire, c'est pas joyeux à montrer. Tous ces enjeux-là d'inégalité à travers le monde sont loin d'être réglés. Moi, je pense qu'en termes d'alimentation, on est capable à l'heure actuelle de nourrir correctement toute la planète. Mais ça veut dire que toi puis moi, le steak de 800 grammes, là, peut-être qu'on vient de manger un bout de steak de 4 autres personnes qui en ont jamais vu un de proche. Donc, ça demande des sacrifices à faire. Et quelqu'un qui arrive en politique et dit, moi, vous l'imposez plutôt que de convaincre progressivement les gens, bien, il ne restera pas longtemps en politique, il va perdre parce que les gens aiment mieux être sensibles, mais quand même protéger leur confort. C'est un long processus. Oui, effectivement, c'est un long processus, puis je suis pas sûr qu'on l'explique bien aux gens. Pas sûr qu'on a les tribunes pour l'expliquer bien aux gens. Ben, on est dans un appareil, des conversations longues de même, là. Maintenant, les balados font ça, ça réapparaît avec les balados, puis je trouve ça absolument extraordinaire. Jusqu'à récemment, je connaissais peu ça moi-même, parce que dans l'appareil média normal, c'est de la clip de 6 secondes. Tu fais comment pour expliquer les impacts financiers des changements climatiques pour les jeunes familles de Belleuil
en 6 secondes. Tu as beaucoup de stations qui font de l'information, mais c'est toute la même information répétée de 5 minutes en 5 minutes. Ça ne diversifie pas l'information à laquelle les gens sont exposés. Les journaux en papier n'existent à peu près plus. Dès que tu vas sur Internet, tu as tout un système qui t'envoie à peu près toujours les mêmes contenus. Donc, tu as l'effort d'aller chercher l'information avec la réflexion, la compréhension d'un texte, tandis que tu es gavé à chaque seconde d'une information extrêmement ramassée, synthétique, qui ressemble à des slogans ou à des topos spectaculaires et qui fait moins réfléchir qu'à l'époque où tu avais des émissions d'information beaucoup plus étoffées. Le problème est le même en culture. Des émissions culturelles, il y en a de moins en moins. On est gavé de fast-food, passe-moi l'expression, plutôt que d'offrir aux gens. Ça existe encore, la bonne information de qualité, mais il faut que le citoyen fasse l'effort d'aller la chercher. Puis on fait tout pour qu'il n'y ait pas à chercher, parce que c'est bien plus payant d'avoir plus de monde qui écoute mon émission de TV pour vendre de la publicité de savon-vaisselle en arrière. Mais en même temps, tes leaders, les gens qui sont les décideurs parce qu'on les a mis en place, encore une fois, je reviens, quand j'écoute la Chambre des communes, j'ai pas l'impression d'apprendre rien de ce qu'on a comme discussion présentement. Ouais, t'as-tu... Quelles sont les motivations des gens qui font de la politique? Lorsque tu approches quelqu'un pour être candidat, moi, je parlais il y a quelques minutes à peine avec une candidate dans une circonscription. Puis j'ai dit, c'est un risque. Tu as une carrière, tu es extrêmement reconnu dans ton milieu. Puis là, tu vas t'exposer à toute la politique. Bien, il va falloir que tu le fasses pour la bonne raison, parce qu'il n'y en aura pas d'autres récompenses en politique. Il n'y aura pas d'autre chose que l'impression que tu as toi-même que tu fais la bonne affaire. Tu vas être récompensé par ton entourage, par ton miroir, à la limite. Là. Tu vas dire, hey, je l'ai faite. Mais chaque personne a sa motivation en politique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés en politique parce que leur père était là avant eux? Peut-être qu'ils ont été bons ou pas bons, là. Mon but n'est pas de... Mais la raison, c'est, oui, il est tombé dedans forcément, puis peut-être que ça l'a motivé, peut-être qu'il a développé ses propres convictions avec lesquelles je suis très en désaccord, mais c'est un autre type de motivation. Quelle est la motivation de députés qui font parfois figure de lobbyistes du pétrole? T'es-tu allé en politique pour être un lobbyiste des pétrolières ou pour te mettre au service de ta population? Puis c'est facile de juger l'autre. Puis l'autre va faire pareil contre moi. C'est pas simple. Je me plais à croire que la plupart des gens qui s'engagent en politique ont le désir de faire quelque chose de correct. Mais on le sent pas tout le temps. C'est peut-être ça qui explique un peu le désintéressement de la population, les messages haineux. Le message haineux, c'est un enjeu qui frôle la psychologie. On a été mis au défi. La pandémie a été très dure à cet égard-là. Quelles sont les raisons pour lesquelles quelqu'un va adhérer à une information absolument inexacte, la propager, insulter ceux qui ne sont pas d'accord? Qu'est-ce qui t'amène là? Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Et j'ai souvent dit, puis je me redis encore parfois, que tout ce que je reproche aux autres, ce qu'on reproche aux Américains, à l'entourage de M. Trump et aux gens qui ont voté pour lui, il ne faut pas le reprocher aux autres, il faut se le reprocher à soi-même. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct pour qu'il y ait des pans de notre société qui décrochent, pour qui les médias, c'est tout pas bon, puis c'est tout pas vrai, puis les policiers, c'est tout des malhonnêtes, puis c'est tout des pas bons. Puis où est-ce qu'on s'est accroché? Où est-ce qu'on a échappé le respect de la population? Dans les réponses, il y a des politiciens qui ont utilisé ça. Si les gens s'intéressent moins à la politique, ils vont continuer à faire comme ils faisaient avant, puis ils vont encore voter pour moi, parce que moi, je suis pas inquiétant. Et je suis la continuité de la même manière que ça a toujours été. Mais il y a de ça là-dedans. Il y a le fait que le ton que nous-mêmes on a les uns envers les autres devient tellement ridicule que c'est normal que le citoyen commun, quotidien, dise « ben moi, je suis plus cette affaire-là ». L'affaire la plus couverte dans le Parlement fédéral, c'est la période de questions, et c'est peut-être l'affaire la moins pertinente en général. Parfois, tu vas réussir à montrer quelque chose, mais souvent, c'est un cirque. Moi, j'ai vu des députés passer tout un budget à cogner leur bureau, bong, 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 pour être sûr que personne n'entende ce qui était dit pendant le discours du budget. Tu sais, on a perdu l'écoute des gens par notre propre faute en bonne partie, puis moi et d'autres, et ça s'inscrit dans le temps.
Puis je pense qu'on a le devoir de retourner toujours, mais je pense qu'on le fait, puis je pense que je le fais, de retourner vers le monde, de répondre posément, calmement. Pas dire que c'est de l'éducation, parce que je trouve ça prétentieux. Dire, regarde, toi, tu connais rien, moi, t'éduquer, là, ça, je trouve ça très prétentieux. Mais voici ce que moi, je propose. Ça ne devrait pas être une réflexion que tous les politiciens devraient se poser. Celui qui pense qu'il va gagner demain matin puis qu'il va être premier ministre à la place du premier ministre, la réflexion philosophique, il s'en sac pas mal. Il va faire ce qu'il faut. Tu sais, les publicités négatives en politique, là, où tu t'enlignes 3-4 mensonges avec des photos dévastatrices, puis là, tu crées quelque chose de complètement pas vrai, puis là, tu dépenses des millions de dollars pour que tout le monde voit ça, parce que ça va peut-être t'amener au pouvoir. C'est extraordinairement nuisible pour le bien commun. Nous, on n'a jamais fait de publicité négative. Je n'en tolérerais aucune. Et tu peux te challenger quand même un peu, là, mais faut pas que ce soit des mensonges grossiers. Hein. On paie le prix de ce genre de choses-là, mais si on est patient, mais on travaille comme fou, on va recréer la confiance des gens. Puis quand même, là, il y a quand même un taux de participation qui est autour de 60 % au fédéral, un peu plus au niveau du Québec. Il y a des pays dans le monde où ils ont de la misère à aller chercher 30 % de participation. Aux États-Unis, le taux de participation est plus bas qu'ici. Si on regagne la confiance du monde un par un, là, en étant correct dans notre manière de faire la politique, tout se peut. T'as-tu eu des enjeux de sécurité? Pas tant. Mon agenda n'est pas très public. Les gens ne savent pas vraiment où je vais aller, fait que je me préoccupe pas trop de ça. Quand je sens le besoin d'avoir un encadrement de sécurité, je le demande. Puis c'est ce que j'ai demandé au fédéral. Je ne veux pas plus que ça, sur demande. Mais je m'entête à aller me promener tout seul à pied dans l'ouest de Montréal. Je refuse de ne pas être un citoyen comme n'importe quel autre citoyen qui va, tu sais, au quincaillerie à côté de chez nous, là, il me voit y arriver avec une casquette puis des jeans percés puis crotté comme n'importe qui d'autre, puis il n'y a plus personne qui réagit à ça parce qu'ils sont habitués de me voir comme n'importe qui d'autre. La première fois, après ça, c'est correct, puis c'est ça le but. Je veux pas renoncer au bonheur tranquille d'être comme n'importe qui d'autre sous prétexte qu'il voit ma face à la TV. Fait que c'est très rare que j'ai recours à la sécurité. Ça arrive, là, mais c'est très rare. Un sujet qu'on n'a pas parlé ben, c'est de nos amis du sud de la frontière. En tant qu'anthropologue, là, comment t'expliques que les Américains ont voté une deuxième fois pour Donald Trump? Je pense que ça ressemble à quelque chose qu'on a parlé tantôt. La population américaine, avec toutes ces tensions et ces différences, parce que ça se ressemble pas, là, un citoyen de la Nouvelle-Angleterre et un citoyen de l'Arizona, là, ça pense pas nécessairement de la même manière. Ils ont tous eu l'impression que les politiciens habituels étaient moins à leur service. Puis ça a rendu tout le monde vulnérable à la démagogie, là, le populisme, où tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui pourrait l'être, puis qui est sexy, puis les gens ont adhéré à ça. C'est souvent très haineux comme diatribe, comme argumentaire, mais les gens qui se sont laissés emporter là-dedans. Un problème complexe commande pas toujours une situation simple ou un slogan simpliste. Ça, c'est vrai au Canada comme c'est vrai aux États-Unis. Mais ils l'ont échappé. Comme nous autres, on l'a peut-être échappé en certaines circonstances. Puis les gens ont fini par adhérer à quelque chose. Tu sais, c'est comme si moi, je disais, moi, j'ai raison, mais je suis pas d'accord avec lui, puis c'est moi qui ai raison. Mais les autres vont dire, moi, je suis d'accord avec lui, puis c'est toi qui as tort. Avoir raison puis tort, quand les faits ont plus droit de citer, quand un chiffre va toujours venir contredire l'autre de toute façon, c'est long. Puis la clé en politique, je pense, c'est que le monde nous fasse confiance. Fait que, à tort ou à raison, les Américains ont fini par dire « je vais faire confiance à Donald Trump ». On verra s'ils ont eu raison, parce que les prochains mois vont être bien compliqués pour les Américains, autant que pour nous autres, là. Mais on verra s'ils ont eu raison ou pas, puis ça doit nous apprendre, nous autres, que si... Moi, je suis pas dentiste. Quand je vais chez le dentiste, il va faire ce qu'il a à faire, puis je comprendrai pas ce qu'il a fait. Mais les gens ont un budget, puis un transfert en santé, puis ils veulent pas comprendre le détail de ça, mais ils veulent savoir s'ils ont confiance à la fille ou au gars qui leur en a parlé. Puis là, s'ils font confiance, ils vont voter pour. Fait que le mot-clé, c'est confiance. Il l'a obtenu, à tort ou à raison. Nous autres, il faut qu'on fasse la même chose. Le mot-clé, c'est confiance, mais en bout de ligne, quand je vais au garage, puis le mécanicien travaille pour moi. Le dentiste, mais je le paye, je suis le client. Normalement, le client a toujours raison.
Il n'y a pas un peu de ça où ce que le citoyen n'a pas l'impression qu'il a raison, puis que le politicien ne travaille pas nécessairement Pas trop pour lui. d'accord avec ça, parce que le citoyen, c'est sûr, il vote pas tous les jours, là. Il vote aux 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les circonstances. C'est le citoyen qui choisit les gens qu'il va mettre au pouvoir. Ben, s'il y avait 10 partis pour choisir, il choisirait parmi 10. En général, il n'y en a pas tant que ça qui occupe l'avant-scène. Mais le citoyen choisit à qui il va confier ça. Il va vivre avec les conséquences de ses choix, mais c'est pas un corps étranger qui vient prendre leur argent puis dire « je m'en vais avec ». Si t'es pas content, à un moment donné, tu vas voter. Ça va être vrai pour Donald Trump dans une couple d'années aussi. Là, tu vas te présenter devant l'opinion publique, puis tu vas être jugé pour la qualité du travail que tu as fait. Comme toi, tu vas changer de mécanicien si tu penses qu'il n'a pas fait une bonne job. Puis, probablement, comme les politiciens, si tu fais venir si tu vas voir ton mécanicien ou un électricien ou ce que tu voudras, probablement que, comme avec les politiciens, tu vas penser qu'il t'a coûté trop cher. Mais peut-être que ça ne prendra pas 4 ans de changer de mécanicien. Ah, mais oui, mais lui, il va juste réparer ton char. Les gens en politique, il faut qu'ils gèrent la santé, il faut qu'ils gèrent le transport, il faut qu'ils gèrent l'éducation, il faut qu'ils gèrent la sécurité, il faut qu'ils gèrent... toutes les questions sont là. Moi, mon quotidien, c'est de me dire, j'ai pas eu le temps de travailler sur ce dossier-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, parce qu'il y a tant d'autres affaires qui arrivent tout le temps. Dieu merci, on entend moins ça, là. Les politiciens qui travaillent pas, je dis pas qu'il y en a pas. Mais la plupart des gens en politique, ils travaillent fort. Ils travaillent beaucoup. C'est des grosses semaines qui commencent très, très tôt le matin puis qui finissent souvent trop tard le soir. Ces gens-là travaillent très fort. J'ai même souvent dit à mes candidats, tu vas être ton pire ennemi. Tu vas être le premier responsable du fait que tu travailles trop parce que tu vas dire oui à tout, parce que tu vas vouloir être partout, tout le temps. Fait qu'on a sûrement bien des défauts, mais la plupart des politiciens ne sont pas des paresseux. Je suis d'accord là-dessus, mais souvent la question qui revient, c'est ils travaillent pour qui? On a comme l'impression qu'une fois qu'ils sont là, on en entend parler parce que les gens, comme tu l'as mentionné, devraient s'intéresser un peu plus parce que c'est comme important. Une fois que tu as mis quelqu'un en place, il est là pour te représenter pendant un bout de temps. Mais souvent, on se pose la question, il travaille-tu pour moi? Je pense qu'une fois que tu es rendu là, tu vas avoir le réflexe, comme n'importe qui d'autre, de peut-être, oui, un peu, en partie, protéger ta job. Où est-ce que tu vas ou pas franchir la ligne morale? Autrement dit, moi, un jour, je vais devoir juger que mon temps est fait. Est-ce que je vais m'accrocher quand je vais juger que mon temps est fait puis que je suis plus la meilleure personne, la plus utile pour faire ce job-là? J'espère que j'aurai le courage, puis je me le suis dit souvent, quand ça va être le temps de m'en aller. Je pense que l'idée de ce que moi je fais, c'est de faire quelque chose que je veux être bon pour les gens. Puis quand t'as plus ça, t'arrêtes. Mais encore une fois, ton mécanicien, c'est pas pour te faire plaisir qu'il répare ton char, c'est parce qu'il est content d'avoir un garage, il fait de l'argent avec son garage, il fait vivre sa famille. Tout le monde travaille pour soi en faisant quelque chose d'utile aux autres. C'est l'essence même d'une société. Que tu fasses n'importe quoi comme travail, t'offres quelque chose à la société te donne une rétribution, puis tu essaies d'avoir une belle vie avec la rétribution que ça te donne. Bien, les politiciens et les politiciennes ne sont pas différentes. Ils vont donner quelque chose. J'espère qu'ils essayent de le donner de bonne foi. Moi et ma gang, je pense qu'on le donne de bonne foi. Puis ça nous donne un métier qu'on aime, parce que si on n'aimait pas ça, puis on restait là, on serait des maudits malades, parce que c'est pas un job qui est toujours agréable non plus. T'as-tu l'impression qu'il y en a qui sont là par ego, pour leurs propres intérêts, pour nourrir leurs propres ambitions? Oui, il y en a. Je ne nommerai pas personne, là. Mais oui, il y a des gens... Qui veulent pas partir. Il y a des gens pour qui le bien commun, le service à la population, le sens de l'État, le fait que l'État existe pour le bien des gens, c'est pas assez présent dans leur tête, c'est pas assez présent dans leur vision de la politique. Ça, je pense que c'est possible. Personne n'est au-dessus de tout soupçon. On n'est pas parfait, personne, là. Moi, j'essaie de me dire que... Ça vient d'une phrase de René Lévesque assez ancienne. Moi, je dis la vérité. T'sais. C'est pour ça que les débats, je les prépare pas. Moi, avant un débat, je dors. Je vais parler 20 minutes. Je suis pas capable de parler des gros dossiers de l'heure pendant 20 minutes. J'ai pas d'affaire à être chef de parti. Là. Fait que je prépare pas les débats comme tels. Puis je me dis, si vous me posez une question, je vais dire ce que je pense être la vérité de façon sincère. Et ça pourrait être, je veux pas te répondre. La vérité pourrait être, je répondrai pas à ta question. Là. Je te le dirais franchement. J'aime bien mieux refuser de répondre à une question
que de mentir. Puis après ça, commencer à m'enfarger puis à accumuler un paquet de mensonges que je vais devoir essayer de rendre cohérents. Tandis que si je dis la vérité, hier, j'ai dit, sur telle affaire, moi, je pensais que les tarifs 25 ne seraient pas imposés. Puis j'ai dit, je pense que ça n'arrivera pas. Mais hier, j'ai été obligé de dire, coudonc, j'ai eu tort, il l'a fait. Il a dit à tout le monde, je vous amène, on s'en va dans le mur avec des tarifs. Puis plutôt que de tourner ou de freiner à la dernière minute, il a dit, on y va pareil. Il peut se passer encore beaucoup de choses, là. Là, OK, mais la vérité, c'est que sur celle-là, mon évaluation n'aura pas été la bonne. Ça peut arriver. Les élections s'en viennent en 2025. On ne sait pas quand. T'es-tu prêt? Depuis longtemps. Il y a une espèce de... L'affaire à faire avant une élection, mais j'imagine que c'est pareil avant une compétition. Tu veux arriver dans la meilleure forme possible au vrai moment. La première campagne a été intéressante parce que c'était tout nouveau, tout beau, c'était excitant. La deuxième campagne a été dure, a été difficile. Dans ma vie, en général, c'était pas simple. Et là, il y a juste assez d'expérience pour me dire que celle-là, je sais dans quel état d'esprit je veux être. Je sais que je veux être en forme, je veux peser tant, que la discipline, l'alimentation, le sport, maîtriser les dossiers, les habitudes de quelle heure je me lève, les périodes de lecture. Je veux arriver là dans la meilleure condition possible pour, sans que ce soit plus difficile que mon quotidien, livrer la meilleure campagne possible pour que les gens disent « Je l'aime ou je ne l'aime pas, je vais décider comment je vote, mais il m'a donné ce qu'il avait à m'offrir en campagne électorale. » On commence à parler que peut-être le Bloc québécois serait le parti d'opposition officiel. Tu y penses-tu? J'y ai pensé, mais jamais dans le sens de... Tu sais, c'est comme un trophée, là, de l'opposition officielle. Maintenant, pour que le Bloc soit l'opposition officielle, il faut que les conservateurs aient une super méga majorité. Est-ce que je souhaite que les conservateurs soient si forts que ça dans le reste du Canada? Pas nécessairement. Donc, je peux pas vouloir ça. Puis ça m'appartient pas. Le gros de la décision se prend à deux places. Combien les Québécois vont nous donner de sièges? Puis je veux pas commencer à voir la politique comme nombre de sièges, pourcentage d'intention de vote, parce que je vais oublier de parler de santé, puis je vais oublier de parler de langue, je vais oublier de parler de laïcité, puis je vais oublier de parler de commerce, puis je vais oublier de parler des choses qui sont importantes pour les familles qui se lèvent le matin à 5 heures, qui s'occupent des enfants, qui vont travailler, qui reviennent, couchent les enfants, ils vont se coucher eux autres mêmes, là. Je vais m'éloigner du vrai monde si je commence à penser en politique en termes d'opposition officielle ou juste nombre de sièges ou juste pourcentage d'intention de vote. Je vais faire une offre politique, je vais dire au monde ce que nous, on représente, ce que nous, on propose, ce que nous, on va défendre, puis les gens se font une tête. Donc, votre rôle est beaucoup plus d'être dans l'opposition, mais pas être l'opposition officielle. Mais on n'est pas... En fait, dans les scénarios les plus probables, on va avoir beaucoup plus d'espace, on va avoir plus de questions. On va être plus important dans le prochain Parlement, opposition officielle ou pas opposition officielle. Puis, le mot opposition est un peu traître, hein? Tu sais, j'entendais les autres partis dire « Ah, mais le Bloc québécois est inutile, il est dans l'opposition. » Bien, les conservateurs ont été dans l'opposition pendant 9 ans. Est-ce qu'ils ont été inutiles pendant 9 ans? Puis les libéraux s'en vont peut-être dans l'opposition. Est-ce qu'ils vont devenir inutiles? On est des parlementaires, on est élus pour porter quelque chose, puis tout le monde contribue à étudier, changer, améliorer les lois puis les décisions d'un Parlement, quel que soit notre statut à l'intérieur de ce Parlement-là. Le pouvoir réel, les gens ne le confient pas à un ministre, parce qu'on ne vote pas pour des ministres. Les gens le confient à des parlementaires, des élus, des députés, puis au total, ça donne ce que ça donne dans un Parlement. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le Bloc favorise le Parti libéral au Québec parce qu'il coupe des votes qui iraient peut-être aux conservateurs? Ce raisonnement-là, si on l'avait appliqué en 2019, en 2021, ça aurait été drôle. Le Bloc québécois a empêché les libéraux d'être majoritaires en 2019, puis le Bloc québécois a empêché les libéraux d'être majoritaires en 2021. Puis au Québec, il n'y a pas cette réalité-là. Un siège qui pourrait passer des conservateurs aux libéraux, il n'y en a à peu près pas. C'est tellement des démographies différentes. Les seuls qui sont vraiment en position de faire des gains, c'est circonstanciel, on ne se vantera pas, mais pour l'instant, c'est ça. C'est le Bloc québécois présentement. Donc, on n'a en aucun cas aidé les libéraux. Puis c'est comme des ennemis naturels, là, multiculturalistes, très mauvais pour la langue française, mauvais pour les valeurs québécoises, mauvais pour la laïcité.
favorise autant le pétrole que les conservateurs, l'héritage de la famille Trudeau versus les nationalistes et les souverainistes québécois, allez imaginer qu'on a favorisé les libéraux, c'est quelque part entre la démagogie puis le mensonge grossier. Je comprends la stratégie, mais je me réjouis que ça n'a pas marché pantoute. Dans 5 ans, Yves-François Blanchet va être où? On va me bercer un peu plus souvent sur une galerie que maintenant, je pense, mais tout se peut. Il y a un mandat de 4 ans qui s'en vient. Est-ce que dans 4 ans, je vais dire « Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en vais. » Est-ce que je vais rester? Est-ce que le monde va vouloir encore de moi? J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que je ne deviendrai pas inactif. Là. C'est pour moi l'idée de retraite, là, ça n'existe pas. Je vais, un jour, quand je serai plus en politique, je vais écrire, je vais peut-être enseigner, je vais... Faut faire d'autres choses. Moi, mais vraiment, retraite, non, mais je ne sais pas, il me reste combien de temps. Il y a du monde, c'est facile de se projeter et de dire « Ah, hey, tu vas être encore là pour longtemps. » Tant que je vais penser puis que les gens vont penser que je suis la meilleure personne pour faire cette job-là ou une job en politique, je vais peut-être avoir envie de continuer de le faire. Pour l'instant, il reste en masse de politique dans le bonhomme. Fait que c'est au moins 4 ans encore, puis après ça, on verra. Maintenant que je sais que tu t'entraînes, ça serait le fun de moment donné de se faire un training ensemble. On pourrait faire ça avec des caméras, je suis moins sûr. Ah, pas pour le d'avoir de caméra, juste faire un training. J'ai jamais fait ça parce que facile, ça fait people, là, tu sais, dans le gym. Puis je dois pas aller si fou ça dans un gym, ça fait 40 ans que j'en fais. Là. Mais j'ai jamais voulu jouer cette carte-là. Mais juste pour avoir un moment ensemble, partager une passion. Je vais te montrer c'est quoi bencher, moi. Parfait, vendu. On va avoir du fun. Hey, merci, Louis-François. Bien le fun. Super intéressant. Très agréable.